Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV. Je suis Elena Saïzafarova. Aujourd'hui, pour parler de la situation de l'économie européenne et américaine, nous accueillons Eric Van Raes, gérant du fonds d'investissement Sturza. Eric, bonjour, bienvenue. Bonjour Elena. Le président de la BCE, Mario Draghi, vient juste d'annoncer la baisse de son taux directeur de 0,15% à 0,05%. Comment interpréter cette décision ? C'est une très bonne décision. Elle est un peu surprenante. Ce n'était pas notre scénario central. D'un autre côté, c'était quand même un petit peu attendu parce qu'à Jackson Hole, M. Draghi avait prévenu en disant que la situation en Europe était de moins en moins bonne et que le risque pour la BCE n'était pas d'en faire trop, mais de ne pas en faire assez. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'était étonnant parce que la BCE avait déjà baissé ses taux début juin et M. Draghi avait dit « c'est la dernière fois ». Et 3 mois après, il revient avec non seulement des baisses de taux, mais des mesures complémentaires comme les achats d'ABS. Ça veut bien dire que pendant ces 3 mois, il s'est passé des choses dans la situation économique européenne. Les choses se sont aggravées. On a presque tendance à dire qu'ils sont en mode panique. Ce serait un peu exagéré, mais ils ont surtout peur que l'Europe s'enfonce dans une spirale à la japonaise et de se retrouver avec une japanisation de l'économie européenne. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là ? Avec des taux très bas pendant une dizaine d'années, une inflation proche de zéro et une croissance proche de zéro. Et là, ce serait vraiment dramatique pour l'Europe, qui a surtout des taux de chômage élevés. Et M. Draghi a dit la situation est préoccupante et en plus, comme vous le savez, la situation géopolitique en Europe pourrait risquer d'aggraver cette situation dans les mois qui viennent. Donc il fallait agir vite et très fort, c'est ce qu'ils ont fait. De plus, de baisser les taux, y compris le taux de dépôt qui était déjà négatif à moins 0,10, de le passer à moins 0,20, ça a une conséquence directe, la baisse de l'euro contre le dollar, qui est passé immédiatement sous les 1,30. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la BCE et pour l'Europe, parce qu'un affaiblissement de l'euro contre le dollar permet à la BCE d'envisager un peu plus d'inflation importée dans les années qui viennent, et puis permet aussi à l'Europe d'avoir plus de perspectives et de croissance et d'inflation. L'arme principale d'une banque centrale, c'est de baisser les taux. Lorsqu'elle a baissé les taux jusqu'à zéro, il faut bien qu'il y ait d'autres relais. L'autre relais, c'est également un affaiblissement de l'euro contre le dollar. Donc tout est très bien. Maintenant, il faut voir si ça a des conséquences sur l'économie réelle. En tout cas, ils ont fait le job. Et de l'autre côté du continent, comment se portent l'économie et les entreprises américaines à l'heure actuelle ? L'économie américaine, c'est plus compliqué. On a en face de nous une économie qui donne des signes vraiment encourageants. Et puis, quelquefois, quand même, on a peine à croire que ce rebond de l'économie est vraiment très fort et très solide. Bon, on a eu une croissance très décevante au premier trimestre, mais évidemment, il y avait des facteurs météorologiques qui expliquaient tout cela. Donc, après un premier trimestre très mauvais, un fort rebond au deuxième trimestre, c'était logique. Mais en fait, on s'est retrouvé à la fin du semestre avec une croissance quasi nulle. Donc, pour les États-Unis, on est toujours, j'allais dire, avec le verre à moitié plein et à moitié vide. Et je pense que le chiffre vraiment important sera le chiffre de la croissance au troisième trimestre, qui nous montrera vraiment ce que vaut l'économie américaine. Aujourd'hui, même nous, dans notre gestion, on est assez dubitatif. On est confiant, mais méfiant en même temps. Ce qui sauve l'économie, ce qui est très bon pour l'économie américaine, c'est que sur le plan microéconomique, les entreprises vont très bien. Et contrairement à certaines entreprises européennes qui déçoivent dans leur publication de résultats, aux États-Unis, les sociétés vont très bien, sont très bien gérées. C'est pour ça que la bourse américaine a pas mal monté, un peu trop pour certains, mais les sociétés américaines délivrent. Et d'après ces dernières fluctuations monétaires, quel est le principal objectif de la Fed ? La Fed, elle est en train de terminer le tapering du quantitative easing. Et l'idée maintenant, c'est de remonter les Fed Funds. Et le problème, c'est le calendrier.
Madame Yellen, à Jackson Hole également, a été très fine dans ses propos. Parce qu'en fait, tout le monde pouvait y trouver ce qu'il voulait. Les optimistes ont vu de l'optimisme, et les gens un peu circonspects ont quand même vu Madame Yellen tempérer les ardeurs des plus enthousiastes. Après, à l'intérieur de la Fed, il va y avoir des discussions. Est-ce qu'il faut monter les taux tout début 2015, au février-mars ou mai-juin? Ce qu'on pense, c'est que les taux Fed Funds vont monter au printemps 2015. Mais ils ne vont pas monter de beaucoup. Ils vont faire ça très prudemment, très lentement. Il ne faut pas brusquer la courbe des taux américaines. Les taux à 10 ans américains ne vont pas forcément être abîmés par ces décisions de la Fed, parce qu'elle va bien gérer, sa communication. On pense d'ailleurs à un flattening de la courbe, hein, donc avec des taux longs qui bougent un petit peu, évidemment, mais pas beaucoup, et des taux courts qui commencent à remonter plus fort que les taux longs. Mais la Fed va monter vraisemblablement ses taux au début de l'année. Alors le calendrier, un peu plus tôt, un peu plus tard, ce sera, ce que je vous ai dit, vraisemblablement les chiffres de croissance américaine au troisième trimestre. En tout cas, vous l'avez vu, ils ont depuis un long moment maintenant abandonné toute référence à ce taux de chômage à 6%, qui ne veut pas dire grand-chose. Comment fluctuent les rendements du Trésor américain? Les rendements du Trésor américain, on était à 3% au début de l'année. La plupart des experts disaient 3,5, 4, et on se retrouve à 2,4 aujourd'hui, 2,40, parce qu'on a eu une déception énorme sur la croissance au premier trimestre. Et puis, cette déception n'est toujours pas terminée. Donc, on attend de voir. L'inflation est sous contrôle. La croissance à court terme, elle n'est pas tellement bonne. Les perspectives de croissance sont bonnes. Donc, attendons de voir. Si la croissance s'emballe aux États-Unis, les taux monteront. Et c'est pour cela que nous sommes très, très prudents. Analyser l'économie européenne, j'allais dire, malheureusement, c'est assez facile. Parce que c'est un peu la catastrophe. Sur les États-Unis, c'est très compliqué. Ce que je vous disais au début, le verre est à moitié plein et à moitié vide. A priori, les perspectives sont bonnes. Les taux américains devraient remonter l'année prochaine. C'est pour ça que sur la partie obligataire américaine, nous participons au rallye des treasuries, donc nous avons de la duration, mais nous sommes très prudents et nous sommes prêts à nous protéger dès que nous voyons que la courbe américaine commence à montrer des signes de remontée. D'accord. Donc assez positif là-dessus. Oui. Positif et prudent en même temps. D'accord. J'aimerais finir avec les obligations russes. Acheter ou vendre? Quel est votre pronostic? Alors, les obligations russes, en fait, tout est une question d'abord d'appétit au risque, mais aussi de volatilité. Le problème aujourd'hui des obligations russes, c'est leur volatilité. À mon avis, sur le long terme, le risque est faible. Je vois très mal une société comme Gazprom ne pas rembourser sa dette, et donc l'écartement des spreads des sociétés russes est probablement, sur du très long terme, une opportunité d'achat. Le problème aujourd'hui, c'est la volatilité, parce que vous avez des titres qui cotent 90, 95, 100, 90, 100, 80, au gré des annonces de ce qui se passe en Ukraine. Et si vous gérez un fonds, vous avez une responsabilité de performance, mais aussi de volatilité. Et nous gérons certains portefeuilles avec même une exigence de volatilité qui vient en premier par rapport à l'objectif de performance. Et donc, si on a un objectif de volatilité faible et qu'on gère un fonds avec une responsabilité de NAV quotidienne, là, on peut difficilement acheter des emprunts russes parce que ça va vous détériorer votre volatilité pour une performance à long terme qui est certes meilleure. Mais... Donc, nous pensons que tout est question de volatilité. Si vous tolérez la volatilité, vous pouvez en avoir. Si vous avez des objectifs de volatilité faibles, c'est très difficile. Dans notre fonds US, nous avions 4% de Russie. Nous en avions 15 ou 16 l'année dernière. Nous l'avions baissé, mais avant la crise
ukrainienne pour des raisons de perspective économique en Russie avec l'arrivée d'une probable récession. Donc c'était purement économique. Nous sommes descendus de 16 à 10, puis à 4. Et une fois à 4, la crise ukrainienne est arrivée et nous avons gardé les obligations. Nous n'en avons pas rajouté, parce que rajouter, ce serait détruire la volatilité, mais nous n'avons pas vendu non plus. Et d'ailleurs, vendre aujourd'hui dans la panique à des prix aussi bas, ce serait quand même vraiment dommage. À moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais nous n'en sommes pas là. Comment vous imaginez l'évolution dans les mois qui viennent? L'évolution, ça va être volatile, et puis après, c'est toute une question de politique et de diplomatie. On ne peut rien prévoir. Entre une solution la semaine prochaine et puis certains qui vous prédisent la Troisième Guerre mondiale, on peut tout imaginer. Mais la chose la plus probable, c'est un règlement qui va être compliqué, mais qui va arriver, et puis des échanges internationaux qui vont reprendre. La mondialisation fait qu'il y a des sociétés américaines implantées en Russie même, des sociétés européennes, des sociétés russes qui fournissent de l'acier aux constructeurs automobiles de l'Ouest. Je vois mal ces escalades de sanctions qui, au bout d'un moment, deviennent ridicules, perdurer dans le temps. Et de toute façon, alors là, pour l'économie européenne, ce serait vraiment dangereux, parce que les pays de la zone euro sont très proches de la Russie. Alors bon, la Finlande, c'est évident, l'Autriche, c'est évident, Chypre aussi, mais l'Allemagne est très proche de la Russie en termes économiques. Et donc, si l'escalade des sanctions amène à une grave récession en Allemagne, tout le monde est perdant dans l'affaire. Éric, merci beaucoup pour ces explications. Merci Elena. À bientôt. À bientôt. Vous avez regardé Dukascopy TV, à très bientôt.